Très bien, bah, donc si tout le monde est prêt, on pourrait, je pense, commencer. Alors, il y a quelqu'un qui va partager l'écran. Je pense, euh, je pense que On est live. c'est pas grave. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont des questions techniques d'ordre partager l'écran, etc., on pourrait voir ça ensemble tout à l'heure, mais il n'y a pas de souci. Donc, je commence ce panel. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos chers panélistes. On a un panel assez divers aujourd'hui sur le sujet du développement urbain participatif. Merci encore à tout le monde d'être là, de participer, de contribuer et de vouloir partager avec nous vos expériences. Bonjour à nos chers spectateurs et spectatrices. Je souhaite d'abord commencer par un petit rappel de ce qui a été fait pendant cette semaine. On a commencé en lundi, donc tout ça rentre dans le cadre de la clôture du programme Transform Africa. Et on a commencé en lundi par une conférence sur les bonnes pratiques. D'ailleurs, je vois Dafar avec nous et ça fait plaisir de le revoir encore une fois, qui était très actif dans le premier panel sur les bonnes pratiques. On a eu le temps de discuter les différents aspects relatifs à comment promouvoir les bonnes pratiques de la transformation sociale et écologique en Afrique. Par la suite, on a eu une conférence sur l'agroécologie qui était aussi assez divers. On a appris comment on pourrait encore promouvoir les bonnes pratiques de l'agroécologie. Il y a eu une autre sur l'efficacité énergétique ainsi que la gestion des déchets. Et hier, c'était les ressources naturelles et plus les recommandations de la transformation sociale et écologique. Et aujourd'hui, le dernier panel qui est autour de la thématique du développement urbain participatif. Comme vous savez, cette thématique ou le développement urbain durable représente un défi majeur dans l'ensemble des villes. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le travail qu'on a réalisé dans le cadre de ce programme, c'est de voir les différentes initiatives citoyennes qui participent et qui contribuent au développement urbain. Donc, c'est pour cela qu'on a nominé le développement urbain participatif. Donc, pour ceux et celles qui nous suivent, qui suivent ce débat, ils peuvent contribuer avec des réflexions s'ils veulent les partager avec nous sur le chat. Ils peuvent aussi poser des questions aux panélistes. On pourrait utiliser leurs questions et leurs réflexions dans le débat. Aussi, pour ceux ou celles qui n'ont pas pu nous joindre ou suivre ce débat, on va l'enregistrer et on le publiera plus tard dans le site. Comme ça, vous pouvez encore le visualiser et vous pouvez toujours partager vos réflexions. Donc, on a la chance aussi d'avoir Youssef Aroui qui va faire la modération de ce débat. Et moi, je suis très content de l'avoir avec nous. Donc, Youssef Aroui, qui est acteur culturel et activiste de Casablanca, qui était en charge de l'action culturelle Filsafa Zenqa et qui a aussi cofondé et qui est actif d'ailleurs dans l'association ATTAC et la MDH et qui est le coordinateur national de l'association FMD et aussi Conactif. Il est actif, mais aussi dans le concept de Conactif et le collectif Conactif. Je suis très content de l'avoir avec nous. Donc, il va faire la modération de ces débats que je remercie encore une fois. Donc, je lui passe la parole pour la modération et je remercie tout le monde. Merci, Sfian. On vient de lancer une plateforme qui s'appelle Active Skills. Pour commencer, en 2050, plus d'un milliard d'Africains seront des citadins contre 400 millions aujourd'hui. Une évolution radicale est due à l'expansion démographique, migration rurale, transfrontalière et économique. Le développement urbain durable représente un défi majeur et primordial à relever pour l'ensemble des villes, tant en matière de transport, logement, urbanisme, développement économique, d'environnement, de préservation de la biodiversité. Cependant, la transition économique invite à initier un nouveau modèle de société reposant sur une nouvelle forme de gouvernance qui encourage la mobilisation et la participation de tous et toutes les acteurs de la société au processus de décision dans la ville. Comment mener cette révolution urbaine? Quelle alternative pour une meilleure participation citoyenne au développement urbain? Quel visage donner à la métropole demain? Et quels sont les défis de développement urbain? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sabrina Hakimi, qui représente le droit en verre d'affaires de Khalifa,
directeur de collectif créatif, Olamide Odoma Igor, directrice exécutive de Lagos Urban Development Initiative, et Youssef Atlas qui va nous rejoindre dans pas longtemps. D'abord, pour commencer, on va commencer par une petite présentation de chaque intervenant et intervenante et son organisme. On commence par Sabrina. Sabrina. Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité à ce panel. Du coup, donc moi, je m'appelle Sabrina Hakim. Je suis cofondatrice du projet Le Toit en Vert à Casablanca. Le Toit en Vert, c'est un projet d'agriculture et de jardinage urbain. Le projet a commencé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et c'est parti d'un constat, celui du manque d'espace vert à Casablanca dans un premier temps. Donc avec plusieurs amis, on a commencé à réfléchir, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter un peu plus, disons, de verdure dans une ville très urbaine et donc où il y a vraiment un manque d'espace vert à Casablanca. Et l'idée nous est venue d'exploiter des espaces qui sont peu ou pas utilisés, comme les toits. Donc, dans un premier temps, on a réussi à avoir un espace qui s'appelle l'Usine. Donc, c'est un centre culturel qui est situé à Hinsberg, qui est un quartier de Casablanca. Donc, l'Usine nous a permis de commencer notre projet en nous permettant d'utiliser leur toit. Donc après, ça a été le début d'une grande aventure. Il a fallu réfléchir à des questions techniques. Donc installer des pots ou des bacs de terre sur un toit, ça demande quand même pas mal d'expertise. Donc voilà, il y a eu pas mal d'étapes. Et aujourd'hui, on a un premier toit qui est végétalisé, transformé, sur lequel on a planté donc différentes choses, des légumes, des plantes et plein d'autres choses. Donc, c'est un petit peu notre laboratoire, disons, où on expérimente pas mal de choses. On a eu la chance d'avoir un partenariat avec la Fondation Henrik Böll Rabat, qui nous a permis d'organiser donc nos premiers ateliers d'initiation au jardinage et aux pratiques de l'agriculture urbaine. On a pu acheter du nouveau matériel, repenser un petit peu l'organisation de notre toit. Et donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Merci, Sabrina. Maintenant, je me tourne vers Dafer Ben Khalifa. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir invités, d'avoir invité l'association à travers moi, bien sûr, l'association Collectif Créatif. Bien sûr, ce n'est pas le premier rendez-vous, comme l'a bien mentionné Soufiane. Donc, et cela nous honore vraiment et nous fait plaisir de nous voir parmi ces initiatives africaines. Donc, je vous remercie la Fondation HBS pour cela. Donc, pour ce qui concerne l'organisation que je représente aujourd'hui, donc l'association Collectif Créatif, donc en fait, c'est un groupement d'acteurs culturels qui se sont regroupés en 2016. En fait, il s'agit de plusieurs initiatives non formelles qui se partageaient le même territoire d'action, qui se partageaient aussi sans vraiment le savoir des valeurs communes, peut-être des visions peut-être communes, et qui ont décidé tout simplement de se mettre en réseau sous la même ombrelle associative, sous l'égide d'une seule association, au départ, pour une raison aussi simple que le fait de simplifier les démarches administratives, mais il s'est avéré que nous avions beaucoup plus à partager que cela, que l'aspect administratif. Donc, depuis 2016, nous avons développé plus d'une dizaine d'initiatives. Certains se sont structurés en des projets, on va dire, pérennes, et d'autres sont des initiatives qui étaient dès le départ des initiatives ponctuelles. D'autres aussi n'ont pas dépassé l'aspect expérimental. Donc voilà, en gros, c'est
définition peut-être la plus brève de l'association. Et pour ne pas faire l'étalage de tous les 10 projets, je les classerai sous 2 axes principaux, comme j'avais déjà mentionné. Donc, la pratique culturelle et l'espace public, le premier axe des projets sous lesquels on peut classer les projets de l'association. Et le deuxième, c'est la pratique culturelle et l'environnement. Et on insiste sur l'aspect de la pratique parce que c'est l'aspect principal des activités de l'association. On le verra peut-être après dans la discussion. Nous nous définissons plutôt comme des passionnés de la Médina qui aiment expérimenter, qui aiment travailler avec les habitants pour expérimenter différentes approches. Et c'est cette définition-là à laquelle on tient. Donc, on aura bien sûr l'occasion, j'espère, de discuter longuement pendant cet espace d'échange. Voilà. Merci, Youssef. Je passe la parole à Olamide. Hi, thank you, everybody. Thank you for having me. Really appreciate being here this morning. Can you hear me? Yes. Okay, perfect. Just to ask, this is just the introduction, or would you like me to present a bit about participation specifically in one project at this point, or just introduction? C'est une introduction. Okay. Okay, great. So good morning, everybody. My name is Olamide Udoma Ejo. I'm very grateful to be here this morning. I run an organization called Lagos Urban Development Initiative. It's an organization based in Lagos, Nigeria, in West Africa. And we advocate for a more sustainable and livable city here in Lagos. And we do this through several different ways, but most of our projects focus on transportation and mobility and public space. And when we talk about transportation, we're really advocating for the use of non-motorized transport, so walking, cycling, and here we have things such as push carts and things like that, both in terms of infrastructure, but also in terms of safety and also in terms of sharing the road. In addition, we also do projects around public space and looking at the need for more public space in the city, but also in terms of how it can achieve more safe and equitable spaces. We also try to focus on the majority of the population, which are low-income communities, and they take most of low-income communities with 70 to 80% of the population. So we try to make sure that within our projects, we are ensuring that they are part of the projects and they are the ones who are impacted the most. Also, just lastly, we're all currently doing projects around gender and urban planning and the importance of thinking about the female in design and the female in implementing throughout the project, but also the end user as well. So that's it from me. Thank you very much and looking forward to more discussion. Thank you. Sabrina. Maintenant, on va continuer par Sabrina. Sabrina, vous m'entendez? Oui. Bon. Avant de se lancer vers les questions, j'ai une petite question. Par rapport au droit vert, est-ce que le droit vert est basé à Casablanca ou bien à Dakar ou bien dans les deux villes? Alors, le Toit Vert est un projet qui est né à Casablanca et le cofondateur Ahmed Latouri, aujourd'hui, est installé à Dakar. Donc, c'est un projet qui va continuer. Pour l'instant, voilà, c'est un projet qui est en cours. Mais effectivement, c'est quelque chose auquel on pense de plus en plus. Merci. Je ne sais pas si Youssef Atlas peuvent nous rejoindre maintenant. Youssef Atlas est là ou bien on peut commencer? Ok. Sabrina,
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et notamment sur votre motivation pour se lancer vers la permaculture et le jardinage urbain? Alors, notre parcours, donc on a commencé il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parti d'un constat, celui du manque d'espace vert à Casablanca. Donc, on a imaginé s'installer, en fait, installer notre projet sur des espaces qui sont peu ou pas utilisés, parce qu'aujourd'hui, la problématique des villes, c'est que dès qu'un espace se libère au sol, notamment à Casablanca, il est transformé en immeuble d'habitation, par exemple, ou des choses comme ça. Du coup, nous, on est monté sur les toits et on a donc un premier toit qui a été transformé. Donc, on a essayé, c'est un petit laboratoire où donc, on a vu ce qui poussait, ce qui ne poussait pas en termes de légumes, en termes de fleurs ou d'herbes aromatiques. Et donc, petit à petit, le projet a grandi. Et aujourd'hui, on organise des ateliers d'initiation au jardinage et à l'agriculture urbaine. Et on projette de lancer de nouveaux projets, donc d'investir de nouveaux toits, d'investir d'autres espaces. Désolé de Youssef et Sabrina d'user encore de mon pouvoir de co-modérateur. Du coup, pour visualiser encore le travail du toit en verre, comme on a reçu une demande dans le chat d'un des spectateurs qui souhaiterait avoir ou visualiser votre travail, on pourrait peut-être projeter une des vidéos qui montre le travail du toit en verre, comme ça, à la fois pour les panélistes et pour les spectateurs. Moi, je demande du coup aux collègues de l'assistant technique de nous projeter la vidéo, s'il vous plaît. J'ai l'habitude de toucher la terre, mais là j'ai appris beaucoup de choses, les différentes sortes de terre. شنو كيفاش تدير لي غران، كيفاش ينوقت الحمد لله يرضي عليه ما كانش بخيل كاع لي زيكسبيريونس وكاع لي زاستيس ولي تروك وراهم لينا الله يرضي عليه. لي زونفون à partir de 5-6 ans c'est une très bonne chose باش يتعلموا هادشي tout ce qui est terre, plante, يشوفوا لي fleurs يشوفوا هكا ça va leur donner envie de continuer, de bouturer, de mettre des vases floraux. C'est une très bonne initiative dans le sens que الواحد il fait de l'autoproduction, il produit ses propres légumes, ses propres fruits, donc ça il est sûr d'avoir des légumes, des fruits qui sont de bonne qualité et qui sont bio. Donc c'est aussi un grand plus pour l'agriculture et aussi pour tout ce qui est santé. On espère que ça se généralise au niveau des villes du Maroc. Au niveau des réseaux sociaux, il faut faire de la publicité partout parce que les gens ils sont en manque de ça et ils sont en manque de formation. Merci à l'équipe technique d'être flexible. Et voilà, donc pour ceux ou celles qui s'intéressent à participer au workshop du jardinage urbain avec le toit en verre, n'hésitez pas à nous écrire ou directement dans la page Facebook qu'on vous a mis dans le chat de ce Zoom et pour avoir les contacts du toit en verre et de Sabrina Hakim. Voilà, merci encore. Je repasse la parole à Youssef pour présenter Youssef à place. Ouais. Youssef, désolé, je viens de voir que vous avez nous rejoindre maintenant. Est-ce que vous pouvez nous présenter vous et votre organisme? Salam alaikum, bonjour tout le monde. Merci à Iris d'inviter notre association dans ce panel. Donc, moi, c'est Youssef Majid. Je vais mélanger un peu le darija avec le français. Donc, il n'y a pas de problème, Sofiane. Non,
Ok. A priori, non. Et je demanderai D'accord. Je vais essayer avec mon français. je vais essayer, je vais demander plus de flexibilité de notre collègue Badr, s'il est possible. Ça marche. Ok, je vais faire l'effort ce matin. Donc, Youssef Majid Atlas, je suis président de l'association Initiative Citoyen basée à Salé, dans un des quartiers très populaires dans la ville de Salé, qui s'appelle l'Aïda. Et notre association, il a un centre qui s'appelle Centre Salam, qui assemble entre le sport dans le quartier, tout ce qui est arts martiaux, et côté espace polyvalent pour les jeunes et les autres associations qui sont basées dans le même quartier. Donc, comme nous, on a un espace de 920 mètres carrés, donc c'est un peu grand pour un quartier populaire. Donc, et dans l'association, on a pas mal des axes. Et là, je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de parler exactement sur l'axe qu'on essaie de travailler, ça fait longtemps, sur la participation citoyenne à travers des médias libres, à travers les radios web. Et donc, nous, avec des amis, on a fondé un radio qui s'appelle Salam Média, dans la ville de Salé, qui pour objectif de donner la parole aux jeunes et des acteurs associatifs dans la ville de Salé. On ne va pas remplacer les médias publics, mais c'est vraiment donner la parole aux jeunes et aux associations basées dans la ville de Salé de parler de leur activité parce qu'ils n'ont pas l'accès aux médias publics. Donc, la radio, on a un studio radio dans l'association, dans le local de l'association, qu'on accueille des invités. Et après, on fait en même temps de la formation pour les jeunes Slawi, je parle de Salé, les Slawi, pour avoir les ABC ou les techniques de préparer un interview radio. Et donc, l'année dernière, on a formé plus que 50 jeunes filles, garçons dans la ville de Salé qui sont maintenant autonomes de faire leur rapport dans leur reportage radiophonique dans la ville de Salé sur leur activité. Donc, en bref, c'est ça ce qu'on fait dans la ville de Salé sur ce volet de l'approche citoyenneté pour engager et pour accompagner les jeunes Slaouis dans la ville de Salé. Merci, Youssef. Merci. Merci, Youssef. Merci Youssef, et je rappelle d'ailleurs à nos chers panélistes et spectateurs et spectatrices, encore juste de mon pouvoir, Youssef. Alors oui, je suis désolé, je voulais juste ajouter un petit élément pour que tout le monde sache que la web radio de Youssef Atlas dont il a parlé, qui s'appelle Salam Média, nous accompagne tout au long de cette semaine de la clôture du programme. Et donc en parallèle, ils ont organisé des web radios sur toutes les thématiques qu'on a traitées tout au long de la semaine. Et je trouve ça très bien d'aussi solliciter les radios communautaires et je trouve ça intéressant et je suis très curieux aussi de voir s'il existe ce genre d'initiative à Tunis et aussi ici en Nigeria et si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, donc je repasse la parole à M. Youssef. Merci. Maintenant qu'on a terminé de se présenter, j'ai une question à Dafer Ben Khalifa. Comment définirez-vous le développement urbain? Et comment votre organisme comprend la participation citoyenne au développement urbain? D'accord, merci. Alors, comment moi je définis le développement urbain et puis donc comment l'association. Donc, je comprends de là que la question porte sur une voilà, appréciation personnelle. Alors, pour commencer, moi je ne suis pas un spécialiste de la thématique. Je suis universitaire, j'ai un background d'études et de recherche en arts appliqués, donc je ne suis pas très loin, mais j'ai aussi la chance de pouvoir évoluer au milieu de plusieurs urbanistes, architectes urbanistes dans l'association, donc aussi à travers nos projets. Mais voilà, mon avis ou ma définition serait peut-être selon mon domaine de recherche et mon parcours. Et je pense que la question porte sur cet aspect-là. Donc pour moi, quand on parle de développement urbain, alors on sait qu'il n'y a pas de définition du terme, des deux termes à la fois. On doit définir chaque terme à part pour pouvoir le comprendre.
Et sans rentrer dans des conditions, dans des considérations lexicales et linguistiques, je me suis référé à la définition de l'ONU concernant le développement et qui est dans le sens, en fait, d'une façon générale, renvoie vers des notions de développement, de progression, d'évolution, et qui veut dire, en fait, en gros, de garantir une vie décente et prospère pour tous les habitants, si on veut dire les choses d'une façon très, on va dire, simplifiée. Maintenant, le rapport ou la définition, pour moi, il recèle une certaine contradiction, un certain aspect voilà, contradictoire, dans le sens où, d'une part, le développement urbain est censé apporter la prospérité, la croissance, des notions qui renvoient en fait vers ces valeurs-là. Mais d'un autre côté, plusieurs chiffres sur le développement ou la croissance urbaine me semblent un peu contradictoires avec ces valeurs-là. Alors encore une fois, je me suis référé à des chiffres, cette fois-ci qui proviennent de la Banque mondiale et dont vous avez cité peut-être quelques-uns, Youssef. Donc on sait qu'actuellement, 55% de la population mondiale vit dans des villes, donc c'est plus que la moitié, et qu'en 2050, le pourcentage sera même plus important. Et on estime que 7 personnes sur 10 dans le monde vivront dans le milieu urbain. Donc, ça, c'est un fait. 69%. Pour la Tunisie, c'est 69% des gens qui vivent dans les villes. Voilà, je suis très mauvais pour les chiffres. Merci pour la statistique. Mais en tout cas, c'est des chiffres quand même très importants vis-à-vis de l'espace bâti des villes par rapport à l'espace global. Donc ça, d'une part, mais le plus important, c'est que cette masse cette masse démographique ou ces espaces-là qui sont loin d'être majoritaires ou d'occuper la majorité de l'espace de la Terre, et donc là, ils produisent plus de 70% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Et aussi, les villes, on sait qu'elles consomment actuellement près des 2 tiers de l'énergie mondiale. Donc, ce sont des chiffres quand même qui sont quand même, je dirais même alarmants peut-être. Et pour moi, puisqu'on parle de ma définition, j'ai un peu du mal à associer l'idée de développement et développement urbain et ces chiffres quand même qui pour moi, du moins, ne renvoient pas vers des notions de prospérité et tout. Donc, pour moi, pour dire sans rentrer dans les détails de la définition, toute définition du développement urbain devrait prendre en considération donc 2 éléments, l'échelle humaine et l'échelle environnementale. Et je pense que tous les autres aspects ou les paramètres peuvent être classés dans ces 2 grands axes principaux qui sont l'échelle humaine et l'échelle environnementale. Donc après, on peut parler de services sanitaires, de salubrité publique, de services sociaux, culturels, économiques, etc. Je pense que tous ces aspects-là, ils doivent être en étroite connexion avec ces 2 éléments-là. Pour ce qui est de l'appréciation, vous avez dit la définition de l'association de l'organisme, c'est ça? Exactement. Voilà, comment l'organisme que je représente comprend la participation, c'est ça? Oui, la participation citoyenne au développement urbain. Voilà, tout à fait. Donc, l'organisme que je représente est une association qui est basée à la Médina de Tunis. La Médina, c'est-à-dire le quartier, on va dire le centre historique de la ville de Tunis. Donc, ce sont 2 éléments, je pense, assez importants pour la réponse à cette question. Parce que, d'une part, la Médina, avec ses caractéristiques, que ce soit architecturales, historiques et tout ça, est un clé, en fait, est un point assez important.
Donc, on sait que c'est un espace historique de la ville de Tunis. Et donc, ça représente aussi un enjeu culturel, politique peut-être, mais je sais que ça représente quand même un enjeu. Et donc, je pense qu'il y a deux dimensions à considérer dans l'analyse de cette question ou de cet aspect-là. Donc, l'aspect patrimonial, forcément, comme toute ville historique, il y a un besoin de préservation, de conservation des monuments, pour des aspects de documentation et de préservation. Ça, donc, il y a peut-être touristique aussi, mais il y a aussi la dimension urbaine qui est propre à tout espace de vie partagé, pas uniquement les médinas. Et donc, ces deux dimensions-là, avec une autre dimension socio-économique, qui est liée essentiellement pour la Médina de Tunis aux différents flux migratoires historiques et qui ont quand même façonné un peu tour à tour la connotation ou la façon dont cet espace-là est perçu, à la fois par les habitants même et par les décideurs politiques. Donc ces trois dimensions-là, pour moi, ils sont importants à considérer par rapport à l'association collectif créatif, au domaine d'intervention de l'association, et aussi l'aspect institutionnel, la forme institutionnelle de l'organisation que je représente. Comme je disais, c'est une association, donc une association qui fait partie du tissu de la société civile. Donc, nous n'avons pas de prérogatives décisionnelles concernant les rapports, les plans stratégiques urbains. Par contre, notre association, tout comme peut-être plusieurs autres associations, nous la considérons dans l'association, nous nous considérons comme un espace d'expérimentation empirique. Donc, pour nous, il est important de favoriser les conditions d'expérimentation sociale pour les habitants. Donc, et là, ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que nous nous inscrivons surtout dans la pratique. Nos activités ou nos projets, ils sont pour la plupart, presque la majorité, basés à la Médina Tunis. Nous essayons, comme je disais avant, de nous inspirer ou que nos projets s'inspirent essentiellement des dynamiques qui peuvent avoir lieu dans l'espace public. C'est aussi un axe très important, un des deux axes du travail de notre association. Donc voilà, je pense que pour nous, il s'agit d'une participation, je veux dire, la participation citoyenne telle qu'on la concevant au collectif créatif, elle doit émaner d'un débat, d'un rapport dialectique entre les acteurs de l'espace. Donc nous essayons de favoriser ce cadre d'échange, ce cadre d'expérimentation. Merci. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas une seule explication de développement urbain. Si on cherche, il y a plus de 38 explications, bien définitions de l'urbain, la différence entre l'urbain et l'urbanisation et le développement. Et je reviens vers vous par rapport à vos activités culturelles et artistiques. Maintenant, je cède la parole à Olamide. Est-ce que vous pouvez nous définir comment votre organisme comprend la participation citoyenne au développement urbain, succinctement? Peut-être Olamide a un problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi il a désactivé son caméra, mais je suis sûr qu'elle va revenir dans quelques instants. Moi, je pourrais... Ah, elle est là. Ah. I'm here. Okay.
I thought the question was going back to Dafa. Okay, so thanks for the question. I think I'm just going to do a quick presentation. Hopefully I can share my screen. Just looking specifically at a project that we did or we're still doing. So I think everyone can see my screen now. Project that we're doing in Lagos called the Linear Park Project. We're doing it with Heinrich Böll Stiftung here in Nigeria and some other partners. But I'll just talk a little bit about the project, and then I'll talk about the participatory process throughout the project till today. So first, the park is an 8-kilometer off-road bike trail, which goes through the wetlands in Lagos. It's quite a big park. So it's like a city park. Let's think of somewhere like Hyde Park in the UK, or I think Central Park in New York. So it's quite large and it's quite ambitious. It connects through a variety of neighborhoods throughout the space. It also supports infrastructure such as bike storage, bike workshops, and also creates local income opportunities to kickstart a local bike industry. It also is an abandoned site in Lagos, which I think most wetlands areas, nobody kind of goes into there unless there's kind of encroachment. So it's kind of this abandoned space. And so we're trying to also increase security and safety. And as I said, preserve the wetlands. So it's not something that is just left fallow, but then people are encroaching on it, but it's a space where people can use as public space, as well as a shortcut even through the public space, rather than using the roads to different parts of different communities. So this is just, I know you maybe don't know Lagos, but this is just a quick map that explains the space that is used for the park. And this is somewhat the entrance here. And also there's an entrance here into it. There are a variety of entrances, but these are the main entrance spaces. Here there's a recreational space, there's a farm area, which can also kind of use as kind of economic empowerment, but also training for young farmers and young people in general, because we have high unemployment rates in Nigeria. And also it can feed these communities in these areas here. And then up here, we have more of a preservation center where people can come and see the natural environment, but also have like a butterfly park. So you're inviting people into the space for recreational and educational purposes. And then here, we've actually tried to use the waterway to do like canoeing. There's also spaces for walking, cycling, and you can kind of use the whole space to walk and cycle. And then we try to link these two areas. There's a major bus stop up here, and there's also a major transport hub here as well, so that you don't actually have to use the road network. You can use this kind of off-road network through these spaces, and using bicycles, and also obviously your feet. So I'm just going to talk about the process of how we got to this design, working both with communities, but also working with Lagos state government. So this is where we started. This is the participatory process we used. We were actually initially invited by the park agency in Lagos to come up with an idea of what they can do with this space, because we were already doing work and kind of advocating for the use of wetland spaces to create an off-road network throughout the whole city, not just this 8 kilometers, throughout the whole city. And so they asked us, okay, we have this space, what can you guys do? What do you guys think? So during this process, which was pretty much the feasibility study, we really tried to create these four different sectors and bring them all together. So the people of the place, the geography, geographic science, so looking at the typography of the space, what can be done, then also looking at information technology and the design profession. So we tried to really bring these four spaces together and create this park space. We worked with schools,
residents, local leaders, established farmers who were already in the area, Lagos State Government LASPARC, which is the park agency, and we also worked with the Lagos State Neighborhood Safety Corps. They actually already use bicycles in Lagos. And so it was really keen for us to engage with them as well, because they are already, a soft landing. They already use bicycles. I'm not going to talk too much about this, but obviously stakeholder input was important throughout the whole process. We really were on the ground for 1 year or so, just doing the research, but also understanding the needs of the community, and also trying to bring together all stakeholders, especially the people who live in the residents who live there, but also the government officials. So at the end of the research, we presented it back to Lagos State Government by having a meeting with them and handing over the research to the government officials. And so this was in December 2018. And during that meeting, what they said to us was that what you need to do next is to actually bring together all ministries within the government that will be involved in this development. So in 2019, yeah, in 2019, we did this and we brought together different ministries that work in this, from health to security to transportation to the park agency, and really trying to bring them together for the implementation of this project. And actually during this time, and maybe the other panelists can share their experience working with government as well, it was quite difficult to move forward because we're working with the technical group of the government who cannot really make decisions, but they can support in terms of giving us technical advice. So we were kind of stalled in this space where we're kind of discussing how do we move forward, how do we implement this project without really getting to that higher level of government where they can actually make decisions. So after we, at some point we decided in actually 2020 now, that we have to take this a little bit forward and we have to start working with those who can make decisions to actually implement the park. So we sent the presentation that we created as a committee to the governor of Lagos, and he invited us for a meeting. And at this point, we also realized we need a private sector partner. Reason being because as a non-profit organization, everyone is always asking, what are you bringing to the table? What do you expect? What do you expect, but what are you going to bring to the government? What are you going to bring as a partner? And so we partnered with a private organization who has actually worked in Lagos before, especially around public space, but specifically on playgrounds. So they don't also have this capacity of thinking quite of this grand scale of implementing an 8-kilometer park. But we thought it was fantastic to work with them because they have this mentality of the private sector. And we are coming from a non-profit organization, thinking about people and place, and they're thinking about money, which is important for a government partner as well. And so at this point where we are now is that the governor has actually come back to us and said, we love the project, we want to give it to you, but we need to understand the financial mechanisms of this and what kind of agreement we will have with government. Is it going to be public-private partnership? Is it going to be just a private organization? Is it going to be government give the land and you guys do the managing? So we're trying to discuss that at the moment and get that kind of go ahead to move to the next stage. So we're really excited and really hopeful that the project has been quite successful at this point, even from an NGO's point of view, in terms of participation, in terms of buy-in from all the different stakeholders. So just lastly, I just wanted to talk through the idea of participation and learning from this citizen engagement. And obviously we're trying to do all these different things which inform, consult, involve, collaborate, and empower.
And for me, I think once you've got to the point where you've empowered the communities to ask for more, to engage, to be able to have the vocabulary, because I think Mr. I can't remember your name, he also mentioned the radio, and really empowering, educating citizens to be able to ask for more and engage. I think that is where we've really got like a turning point. So it shouldn't just about be informing or consulting, but also empowering communities. And lastly, just to say that what we've learned from the government stakeholders is relationship building and trust. We have to have clear objectives and clear roles and responsibilities. And sometimes I think as non-profit organizations, we don't always have that when it comes to partnership. We know that we are just, we're trying to advocate for something or trying to change something, but what is our role in that change? And then also aligning with the administration. So here, and I'm sure in other countries, when a government changes, a new governor or a new president or comes in, there's a change in thinking, there's a change in what is the government wants to do. So we have to make sure that our projects align with them, so that there is also buy-in from their side. And then in terms of residents, sorry, I know I have to hurry up. In terms of residents, continuity is important. No empty promises. So we can't say, oh, we're going to do this, because we're losing their trust as well in that. Collaboration is also important. So it's not about talking at you, but let's think about this together. How can we move it forward? Also mapping and bringing together. So mapping communities and bringing the different stakeholders together, and then elevating their importance in decision-making. As I said, I think this elevation and empowerment is super important for that. So, I mean, to be honest, this project wouldn't have been started without a government counterpart and an international NGO, which is Heinrich Böll, but also the residents as well. So that's it for me. Thank you very much. Merci, mon ami, pour cette présentation pertinente. Je crois que vous avez répondu presque à toutes mes questions dans une seule intervention. Maintenant, je passe vers Youssef Atlas. Vous vous focalisez sur la ville de Salé. Comment votre radio participe à la promotion de la participation citoyenne dans la ville de Salé? Rebonjour. Je pense pour nous, à l'échelle locale, parce que je pense qu'on a une meilleure solution pour participer, et il y a cette approche participation citoyenne, c'est de réagir localement. Donc, on est dans le quartier, un des quartiers plus grands de la ville de Salé, mais en même temps, on a commencé à toucher tous les quartiers de la ville de Salé, et avec l'expérience de la formation qu'on a aussi, la plupart des bénéficiaires ils viennent de toute la ville. Donc, on a commencé localement dans le quartier, on a lancé la formation, on est arrivé à mobiliser tous les jeunes qui sont liés à des associations qui viennent pour avoir cette formation, c'est-à-dire une transformation de compétences, ce qu'on a, et l'appui et le travail avec eux pour créer leur propre radio communautaire. Donc, on a réussi à créer presque maintenant 2 radios dans la ville de Salé, dans un autre quartier qui s'appelle Qaria, je pense Sofiane connaît très bien le Qaria, et un autre, on est en train de travailler avec eux dans l'autre côté de Bouknedl, sur la route de Kinitra. Donc, l'approche, c'est ça. C'est pas seulement faire la radio et on dit, c'est nous qu'on a fait ce travail, mais l'accompagnement d'autres structures pour réaliser leur radio. L'approche ou le rôle de la radio, comme je dis tout à l'heure, là je reviens, j'ouvre la parenthèse sur la ville, sur ce qui se passe dans les villes, et c'est manque de cohérence entre la réalité, ce qui se passe dans les villes, avec tout ce qu'on a comme flou, migration dans les villes comme la ville de Salé. Et Salé, on l'appelle la ville dortoir de Rabat. Ça veut dire tout le monde il habite à Salé, il travaille à Rabat. Donc, ce besoin au niveau ce développement et cette migration qui a donné beaucoup de flou au niveau de la ville de Salé, ça donne des problématiques au
au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'habitat, au niveau du travail, au niveau de l'équipement, et ça ramène vers l'environnement. Donc, ce qu'on voit au niveau de la ville, il y a un manque de cohérence entre la réalité et tout ce qui est plan communal de la ville. Et donc, la participation, notre approche participation citoyenne, c'est de faire quelque chose au niveau local. C'est comme une sorte de pépinière. Et après, on dit ce qui ne marche pas, et le faire pratiquer et le partager avec d'autres organismes dans la ville de Salé. Donc, c'est ça, plus ou moins, notre approche citoyenne pour réagir localement et essayer de grandir et faire passer ce qu'on a fait et partager avec les autres. Merci, Youssef. Maintenant, je cède la parole à Soufiane pour poser une... Merci encore Youssef et Youssef. Et Olamide, surtout pour ta présentation. It was really a great presentation. I learned personally a lot from your presentation. Et j'en profite du coup pour partager cette question parce que tu as parlé de l'aspect de la coopération, la collaboration avec les décideurs du gouvernement ou avec les représentants gouvernementaux. Et c'est quelque chose, à chaque fois, je me pose la question, je crois que j'en ai parlé avec pas mal de panélistes, dans le sens, est-ce que vous avez été approché, par exemple, par des décideurs politiques? Je vais commencer par les communes, parce que je prends l'exemple de la commune comme l'institution la plus proche des citoyens et donc des associations qui représentent la population et qui sont actives. Donc, je donne l'exemple du Toit en Vert ou l'initiative de Dafar et aussi Youssef. Est-ce qu'il y a eu une tentative d'une collaboration? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gâchis d'efforts qui est là et qui devrait être aussi adopté par au moins les communes. L'exemple du Maroc, il y a une charte d'exemplarité. Il pourrait prendre l'exemple du Toit en Vert à l'utiliser, l'adopter dans une commune comme la commune de Ainsver, par exemple. Je me dis, pourquoi c'est dommage que ça ne se fait pas et pourquoi il n'y a pas eu une collaboration, soit une initiative de l'association envers la commune ou envers d'autres institutions pour adopter le projet, pour que le projet aille plus loin. Donc, c'est un peu l'esprit aussi de tout ce qu'on a discuté tout au long de la semaine, c'est cette approche bottom-up, c'est que l'initiative vient du bas en haut, et donc on voit maintenant qu'il existe diverses initiatives. Et ce qui manque, c'est de créer ce canal entre cette initiative citoyenne et la mener en haut vers les décideurs politiques. Donc, je pose la question à tous les panélistes. Bon, Olamide l'a bien expliqué, ça marche bien, et je suis très curieux encore de poser d'autres questions tout à l'heure, mais je cède la parole peut-être à Sabrina, puis à Dafar et puis à Youssef. Est-ce que vous avez été approché? Est-ce que vous avez essayé? Et est-ce que vous avez une perspective de proposer vos projets à la commune ou à d'autres institutions gouvernementales? Merci. Alors, pour le moment, nous, on n'a ni été approchés, ni on n'a pas encore non plus approché les autorités, que ce soit la commune ou la ville. C'est quelque chose auquel on pense de plus en plus. Dans notre cas, on a voulu d'abord vraiment mettre en place notre projet et notre concept, l'essayer, voir s'il fonctionnait, si c'était pertinent, s'il y avait aussi un intérêt auprès des populations. Ça, c'est ce qu'on a remarqué à travers nos ateliers. On a de plus en plus de personnes, de citoyens, disons, qui s'inscrivent, qui veulent participer, qui veulent même intégrer notre association. Du coup, nous, on a préféré attendre et être vraiment dans un projet citoyen avec une force de proposition, qu'elle soit dans nos techniques ou dans notre premier projet, pour dire voilà ce qu'on a réussi à faire. Aujourd'hui, on a des compétences techniques et d'organisation également. Donc, aller taper à la porte des communes avec un projet qui soit, disons, vraiment ancré, qui soit existant. Mais voilà, nous, on est vraiment très prêts à collaborer avec, disons, donc, ces institutions. On le voit dans d'autres pays ou différentes villes où notre concept de végétalisation des toits existe et fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est des villes qui proposent des espaces, qui donnent des espaces à des associations en disant, voilà, c'est le toit d'un lycée public, par exemple, c'est le toit d'un entrepôt, peu importe, qui sont donc
mis à disposition d'initiations comme la nôtre. Donc, on espère pouvoir faire ça à Casablanca ou dans d'autres villes du Maroc. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Plaisir. Sabrina. Peut-être Dafar, si pourrait nous dire aussi si l'initiative du collectif créatif a été sollicitée par des institutions, à prendre l'exemple de vos concepts, parce que je veux aussi que tu parles du concept du projet Dora, Filhouma, que je trouve magnifique et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre et partager avec nos panélistes, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être aussi dupliqué dans d'autres pays. Et j'invite encore les spectateurs à visiter le site du collectif créatif qui s'appelle collectifcreatif.org et vous allez voir les projets de Dafar. Merci. Merci Sofiane. Donc, pour la question du rapport par rapport au collectif créatif et les instances, on va dire, gouvernementales, plus précisément les instances municipales, si nous avons été approchés, alors on va dire que le lien s'est établi avec la municipalité de Tunis et nous nous considérons assez chanceux, peut-être grâce à la proximité géographique de nos projets et peut-être aussi par certains peut-être liens, même je veux dire, personnels, de personnes qui connaissent en fait, qui connaissent nos initiatives parce qu'elles sont assez nombreuses. Donc le lien s'est établi, mais sur des projets, c'est des collaborations ponctuelles, sur des projets ponctuels. Je cite notamment le fait de nous avoir inclus dans un projet environnemental de conception un programme pour les clubs d'environnement dans les collèges. Et là, nous avons été impliqués dans ce projet-là, dans un rôle assez important qui est celui de coordination. Mais là encore, la démarche s'est faite, a été initiée et proposée par le partenaire allemand de la municipalité de Tunis, qui avait proposé que dans la phase d'implémentation de ce programme-là, qui est, comme je disais, un programme visant à concevoir un plan ou un programme d'activité pour les clubs d'environnement dans les collèges, ils ont proposé que que cette tâche ou que cette mission soit assurée par une ONG de la place. Donc oui, la municipalité a eu la flexibilité d'accepter cela, de nous donner une entière confiance pour l'implémentation de cette phase-là avec un partenaire historique de la municipalité. Mais maintenant, pour ce qui est d'un rapport de collaboration qui s'inscrit dans le temps, non, nous n'avons pas été approchés et, à vrai dire, je ne pense pas que ça doit être le cas, en fait. Je ne pense pas que nous devons attendre que le gouvernement ou que les représentations gouvernementales viennent nous chercher ou viennent jusqu'aux associations. Ce serait bien sûr l'idéal dans le plus beau des mondes, mais je pense aussi qu'il faut accepter la réalité. La Tunisie, je veux dire, c'est peut-être le contexte politique est un peu le même, un peu partout. Nous sommes des démocraties naissantes et cette culture de pratique de la démocratie participative est encore en marche, qui demande encore, je veux dire, le changement des mentalités prendra plusieurs années. Et c'est cette culture-là qu'il faut, c'est sur cette culture qu'il faut travailler afin de pouvoir changer la conception du gouvernement par rapport à la société civile, qui est considérée maintenant comme à vrai dire, je ne sais pas exactement comment nous sommes considérés, mais en tout cas pas comme un partenaire réel ou un partenaire stratégique. Je dirais entre parenthèses comme si on n'était pas pris au sérieux. Donc on trouve très sympathique ce qu'on fait. On peut aussi nous soutenir et on nous soutient d'une façon ponctuelle, mais de là à ce que ça soit considéré comme
une initiative associative, qu'elle soit considérée comme un vrai projet ou un projet qui peut être implémenté dans une échelle, on va dire macro, une échelle structurelle plus importante. Là, il y a encore un peu de réticence ou peut-être oui, je ne sais pas, peut-être de réticence. Il y a aussi un point peut-être à soulever en ce qui concerne la Tunisie, c'est que les lois ou tout ce cadre juridique qui à la base sont visés à lutter contre la corruption, eh ben, malheureusement, il a sensiblement réduit les prérogatives des instances gouvernementales. Pour donner un exemple, pour que ça soit plus concret, je crois que Sabrina avait parlé de mise à disposition d'espaces, de terrasses ou d'espaces. Ça aussi, c'est un des axes de collaboration qu'on essaie d'avoir avec la municipalité de Tunis. Et même si l'envie y est, même s'ils connaissent nos activités, après, c'est au niveau comment dire, procédural que les choses bloquent. Parce que, alors, la municipalité a plusieurs espaces. La majorité des espaces historiques dans la Médina de Tunis sont la propriété de la municipalité. Mais ce qui se faisait avant, en fait, avant 2011, c'est que le choix des associations dépendait d'affinités politiques ou même autres, et que maintenant, pour ne plus avoir, je veux dire, ne plus avoir ce genre de dépassement, il y a tellement de restrictions, et ce qui est bien parce que ce n'est pas censé être géré d'une façon corrompue ou en faisant marcher des connaissances ou des pistons, mais il n'y a pas eu de substitut à cela. Du coup, donc, les espaces sont là, les demandes individuelles ou les demandes des sociétés, des associations sont, je veux dire, acceptées ou reçoivent l'avis favorable, l'avis de principe, je veux dire, l'accord de principe, mais le cadre juridique actuel ne permet pas de favoriser une association plutôt qu'une autre. Donc là, c'est un des problèmes aussi spécifiques à la Tunisie, mais peut-être que nous aussi, dans la société civile, et je crois en fait que nous devons être une force de proposition et ne pas attendre que le gouvernement vienne vers nous ou qu'il trouve, parce que c'est nous qui demandons le changement de mentalité, le changement de paradigme, et que le gouvernement ou les instances gouvernementales ont déjà du mal à se retrouver apparemment dans l'ampleur des missions et des tâches à accomplir. Je pense qu'au-delà de cet aspect expérimental dont j'ai parlé, la société civile, et là je parle de la société civile pas dans son intégralité, et pas uniquement en tant qu'association, initiative associative individuelle. C'est-à-dire pas une seule association, mais un réseau d'associations, un consortium d'associations pourrait et devrait en fait travailler sur des solutions concrètes à présenter aux instances gouvernementales et d'œuvrer, je veux dire, de travailler pour la réalisation de ces solutions-là. Donc, voilà pour ce qui est de la... Merci. Merci beaucoup, Dafar. Une dernière peut-être réaction de Youssef Atlas par rapport à cet aspect de sollicitation soit des collectivités territoriales ou alors des institutions gouvernementales. Je pense d'ailleurs que ça pourrait être une super bonne opportunité de créer ce canal à travers des radios communautaires pour les communes, rien que pour les communes. Ça pourrait être une super bonne... un bon choix de collaborer, et rien que pour approuver la communication de la commune ou rien que pour trouver créer ces canaux pour mieux accéder à l'information pour les citoyens à travers la web radio. Donc je pense qu'il y a beaucoup à créer, il y a des synergies qui sont là, sauf est-ce que l'initiative manque de la part des institutions gouvernementales, ou est-ce que, à votre avis, il y a quelque chose qui pourrait être, qu'on pourrait plaidoyer pour améliorer cette partie de collaboration avec les institutions gouvernementales?
Si, Sofiane, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on voit. Si au niveau local, et il y a le plan communal de développement qui parle d'application de la société civile au niveau local, avec les politiciens, à l'échelle arrondissement, à l'échelle du chef ou des présidents de l'arrondissement. Moi, je pense qu'il y a question de priorité par rapport à ça. Pour les politiciens ou pour les communes, ils ont des plans, ils ont des programmes. Ça, ce n'est pas prioritaire de faire appeler à une association, à notre association pour dire, voilà, vous avez un radio associatif, vous faites des bons travail, on a besoin de vous de faire ça ou faire la formation. Ce n'est pas prioritaire par rapport à la commune ou à l'arrondissement. Par contre, ça va venir. Il faut avoir la passion et l'espoir de dire force de faire les choses dans le terrain, action terrain, radio, 2 radios, 3 radios, 4 radios, 5 radios, 6 radios dans la ville de Salé. À un certain moment, ce politicien ou ce déciseur politique, il est obligé, mais force de voir. Il y a une synergie, il y a une dynamique qui se passe au niveau de la ville. Un jour ou un autre, il va appeler 6 structures pour l'initiative qu'il fait au niveau local pour dire voilà, si vous avez besoin, on peut travailler ensemble et on peut donner ou faire des émissions, par exemple, pour faire l'accent sur le travail de la commune au niveau local. Ça peut arriver, mais ça demande un peu de temps. Mais nous, on a au niveau national, je pense, Sofiane, tu connais qu'il y a déjà une fédération nationale des radios associatives qui fait un plaidoyer pour que l'État marocain ait reconnu ces radios associatives. Parce que nous, comme des radios associatives, et je pense, je donne l'exemple de la Tunisie, qu'ils sont en avance par rapport à nous. Maintenant, les radios associatives Web TV, ils ont le droit de travailler seulement sur le web parce que la loi, ça permet. Dans le cadre associatif, tu peux parler et travailler sur le web. Mais nous, on plaidoie et on a au niveau de la fédération, avec le FMAS, avec tous les radios associatives au Maroc, d'avoir accès à la FM. Ça veut dire que les radios associatives, ils ont le droit. Et je pense que la Tunisie, vraiment, la Tunisie sont très en avance par rapport à ça. Il y a même un syndicat des radios associatives qui rassemble tous les radios associatives. Donc, ils sont plus en avance au niveau de la loi des radios associatives. Donc, moi, je reviens par rapport à ça au niveau des collectifs, au niveau des décideurs politiques, ça va venir. Mais il y a d'autres, mais on ne doit pas rester les bras croisés en attendant que ça arrive. Donc, nous, on cherche, on regarde à côté. Donc, il y a aussi on essaie de travailler avec les écoles parce qu'on connaît dans la loi aussi dans les écoles et lycées collèges dans l'éducation nationale, ils ont des radios scolaires. Et ce radio scolaire, c'est très, très important qu'on connaît qui a une importance au niveau de l'école, au lycée, au collège. Donc, on essaye maintenant de travailler avec deux lycées, de faire l'accompagnement technique, la formation pour donner un nouveau souffle, une nouvelle vie, parce que la plupart des radios scolaires, elles sont vraiment en stand-by, où les gens ou les clubs, ils n'ont pas le temps. Donc, il y a d'autres priorités par rapport à ça. Donc, notre rôle et le rôle de la société, et là, je parle de la société civile, les associations en général, c'est ça notre rôle. On ne doit pas attendre le politicien ou le décideur politique de venir vers nous, mais c'est nous qui devons créer et trouver, appliquer ce qu'on a envie de faire sur le terrain. Et là, les radios scolaires ou les associations qui ont envie de créer leur radio locale, maintenant, ils nous appellent et viennent vers nous pour l'accompagner de créer leur propre radio et leur propre radio qui parle seulement de leur activité, seulement ce qui se passe dans le quartier, seulement par rapport à ce qu'elles font, parce que, comme je dis, et je reviens, et je mets l'accent vraiment, comme il n'y a pas accès aux médias publics, donc
la chance de la technologie, l'Internet, le web, ça permet de parler et faire l'accent par rapport à ce qu'ils font les associations ou la société civile au niveau local. Merci pour vos interventions. Maintenant, je reviens vers Sabrina. Sabrina. J'ai une question par rapport à ce que vous faites maintenant. Est-ce que vous connaissez des acteurs ou bien des actrices qui ont une vision sur comment le jardinage vertical pourra à long terme contribuer au développement urbain tel que nous le souhaitons? C'est oui, comment IELB procède? Alors aujourd'hui, nous, on commence à avoir disons une petite communauté qui se forme autour de notre projet. Donc, c'est soit des citoyens ou des personnes qui assistent à nos ateliers. On se connecte petit à petit aussi à d'autres initiatives, donc des agriculteurs, des urbanistes, des paysagistes, des architectes. Donc, il y a des gens qui commencent petit à petit à se connecter autour de notre projet. C'est quelque chose qui est en cours. Donc, je ne pourrais pas vous citer de personnes en particulier, mais en tout cas, c'est des choses qu'on est en train de travailler. Pour nous, notre projet répond donc à la problématique du manque d'espace vert dans une ville comme Casablanca et dans beaucoup d'autres à travers le pays. Et donc, la nécessité de transformer le peu d'espace qui nous reste, et notamment les toits, en jardin ou en potager, est une idée qui grandit. Et donc, nous, voilà, on essaye à travers notre action et notre association de générer, disons, de créer plutôt cette communauté. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment en cours, mais on voit encore une fois un intérêt grandissant, et que ce soit pour le concept ou pour notre travail. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le cofondateur du projet, donc Ahmed Latouri, qui est installé à Dakar maintenant, travaille aussi sur cette idée, donc avoir le toit en verre qui serait aussi à Dakar, et pourquoi pas dans d'autres pays du continent. Nous, on est vraiment très ouverts à la connexion avec d'autres initiatives. Et dans notre projet, on regroupe donc différentes choses. C'est donc de l'urbanisme, de l'architecture. Il y a aussi des nouvelles méthodes d'agriculture urbaine qu'on aimerait intégrer. On peut parler d'aquaponie ou d'autres choses. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui est en cours. À part le toit de l'usine, est-ce que vous avez une visibilité ou une stratégie par rapport à d'autres toits sur d'autres villes ou bien à Casablanca? Alors, pareil, le premier toit qu'on a, on a pris la décision dès le départ, en fait, de prendre le temps d'essayer les choses, de ne pas grandir trop vite, pour des questions logistiques, financières, mais aussi pour être sûr de proposer un projet pertinent. Aujourd'hui, l'équipe du Toit en Vert était à Marrakech il y a quelques jours, car on a été contacté par des organismes qui veulent travailler avec nous. Donc, ça a été une rencontre vraiment très intéressante. On a notamment rencontré un monsieur qui fait de l'agriculture à côté de Marrakech. Donc, les choses se connectent petit à petit. On a l'envie d'avoir beaucoup plus d'espace vert et transformé. Donc oui, on a des toits qui nous intéressent. On a des personnes qui commencent à nous contacter, que ce soit des structures associatives, des entreprises et aussi des particuliers. Ça a été l'effet du confinement, je pense. Les gens se sont retrouvés chez eux pendant longtemps et se sont rendus compte que même si on a un petit balcon ou un rebord de fenêtre, avoir des plantes et un petit coin vert chez soi était assez agréable et pouvait nous aider dans des périodes compliquées comme celles qu'on a vécues et que certains continuent à vivre, donc ils sont encore confinés. Donc tout ça nous permet aujourd'hui d'avoir une
visibilité sur ce qui est faisable, donc c'est-à-dire de transformer les espaces. Et oui, donc on a des toits et aussi des espaces au sol. On ne se limite pas au toit, même si notre association s'appelle le Toit en Verre. Aujourd'hui, on reste quand même ouvert à d'autres projets d'aménagement et de transformation des espaces urbains. Donc ça peut être une rue, ça peut être un balcon, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, on vous en dira un peu plus, mais aussi je vous invite à voir sur notre page Instagram ou Facebook, en collaboration avec la Fondation Henrik Böll Rabat, on a créé un guide d'initiation au jardinage et à l'agriculture urbaine. Et puis on reste aussi vraiment ouvert à toute sollicitation. Donc les personnes peuvent nous écrire sur nos réseaux sociaux, on peut échanger. On a des outils comme Zoom qui sont très utiles aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment dans un esprit solidaire et c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui, de se réunir. On nous disait souvent au départ, quand on a commencé notre projet, que c'est un concept très intéressant, qu'il fallait aller vite, créer de nouveaux toits rapidement parce que les gens allaient nous prendre ce concept. Déjà, nous, on n'a pas inventé ce concept, c'est un projet qui s'inspire de beaucoup de choses qui existent à travers le monde. Mais aujourd'hui, on invite les personnes qui ont des initiatives comme la nôtre ou proches de la nôtre à s'associer, puisque ça part d'une chose qui est faite pour les citoyens, pour le bien-être de tous. Donc, voilà. Exact. Vous avez récemment lancé une plateforme sur YouTube, des tutoriels de fabrication de pots et des jardinages urbains. Ouais. Oui, ça a commencé en fait pendant le confinement. On s'est dit, voilà, on va partager avec les personnes qui nous suivent ou qui vont découvrir notre page quelques techniques, voilà, comment fabriquer un bac avec des matériaux de recyclage. Donc, c'est des petites vidéos qu'on va continuer à faire. Donc, toujours dans un esprit de partage et essayer à notre échelle, d'apporter des conseils par rapport à notre expérience. Merci. Pour l'affaire, je suis de votre association de loin et d'après ce que j'ai vu, vous avez mené plusieurs projets. Je cite Studio de design collaboratif en 2016, journal participatif, jardin potager dans les Médina et récemment, Jnina في المدينة. Je crois que c'est pendant en période de confinement. C'est là où je veux poser cette question. Quel est le rôle de la culture et les arts dans les espaces urbains? Puisque vous travaillez dans... Et très bon choix d'ailleurs pour la nomination Jnina في المدينة. Franchement... Merci, oui. Pour ça, oui, nous n'avons pas de problème. Nous avons beaucoup de créativité au sein de l'association. Donc Jnina, je pense que c'est... nous utilisons le même terme. Jnina, c'est le terme de jardin. Je crois que c'est utilisé aussi, ça se comprend. Alors, pour Jnina في المدينة, j'écoutais justement Sabrina avec beaucoup d'intérêt parce que justement, nous avons commencé une initiative similaire dans la Médina pour les mêmes raisons. Et je suis en fait assez, je n'ai pas étonné, mais c'est assez intéressant de voir de voir le niveau de similarité, de similitude, que ce soit au niveau des initiatives de la société civile ou même des enjeux de collaboration entre le secteur, je veux dire, les instances gouvernementales et la société civile entre nos différents pays, je veux dire, au niveau de l'Afrique. Donc, ça donne encore plus de pertinence à cette initiative de Transform Africa, parce que visiblement, nous partageons beaucoup plus que ce que nous croyons, et ce serait vraiment intéressant de continuer ce travail de mise en réseau des initiatives de la société civile, parce que justement, ça peut, rien que l'échange des bonnes pratiques peut aider
peut beaucoup aider. Donc pour nous, Jnina Fil Mdina a commencé aussi un peu avant le confinement, peut-être quelques mois, 2 mois peut-être avant le confinement, mais bien sûr l'idéation et la conception du projet s'est faite bien avant. Et c'est aussi dû aux caractéristiques architecturales ou architectoniques de la Mdina, qui sont un peu les mêmes dans toutes les villes historiques, qui est en fait aussi le manque d'espace vert pour pouvoir cultiver et le besoin en fait je dirais pas de s'approprier l'espace public, mais de garantir certaine qualité de vie pour les habitants. Et donc, nous aussi, on voulait investir les terrasses de la Médina, mais nous avons commencé par notre espace de coworking space qui s'appelle Dar el-Harka, en y installant aussi un système hydroponique, une culture hydroponique. Ça, c'est une composante du projet. La deuxième partie a été implémentée dans une cour d'immeubles dans le quartier, après avoir bien sûr consulté les habitants, après avoir vu ce qu'ils voulaient faire de cette cour-là. Et donc, par contre, pour nous, il y a eu quelques difficultés lors du confinement. C'est-à-dire que avec les restrictions de mobilité et étant donné que le projet venait tout juste de commencer, cela a impacté pas mal le projet. Mais ça nous a permis aussi d'avoir un temps d'observation pour voir ce qu'il en est, comment le projet évolue. Et comme j'en parlais déjà dans le guide de HBS, nous avons remarqué que ce que nous imaginions au départ pour le projet, comme les solutions hors sol de culture hydroponique et tout ça, n'était pas forcément perçu de la même manière par les habitants. Nous, on pensait que, c'est-à-dire nous, en concertation avec les experts agronomes, que la solution hors sol était la plus adéquate par rapport aux contraintes que posait l'architecture de la Médina. Mais en fait, les habitants, lors de cette période-là où on ne pouvait plus suivre le projet et le système hydroponique, on s'est rendu compte qu'ils se sont intéressés plus au bac potager qu'il y avait, donc la culture classique dans des bacs potagers, plutôt que ce dispositif d'hydroponie qui était considéré peut-être comme une attraction ou comme plutôt une sorte de jet d'eau ou voilà, quelque chose qui n'est pas forcément lié à l'idée qu'ils ont de l'agriculture. Et au-delà de la déception qu'on peut avoir, au contraire, en fait, ça nous a appris quelque chose, c'est que le projet tel que nous le concevons, même en partant des habitants, eh ben, il évolue aussi. Parce qu'au départ, ils étaient intéressés par cette technologie-là, mais comment dire, l'entretien ou le maintien de cette activité au quotidien a un peu posé, je dirais pas problème, mais n'a pas eu autant de fluidité. Peut-être qu'il fallait un temps d'adaptation, il fallait plus de temps d'accompagnement. Oui, d'accompagnement pour ça, mais voilà. Mais je ne sais pas si je prends beaucoup de temps sans répondre à votre question. Le rôle de l'art et la culture. Oui, le rôle de la culture. Donc, justement, là, je voudrais identifier 2 aspects de la culture. Si on parle de la culture dans son sens large, ou bien la culture comme activité, des activités culturelles qui sont organisées autour d'un secteur. Donc, pour ce qui est de la culture d'une façon générale, je pourrais me référer encore une fois à une définition de l'ONU qu'il a définie comme l'ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur le respect de la vie, le rejet de la violence, la promotion et la pratique de la non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération. Donc ça, c'est le sens large de la culture. Et si on parle de ce niveau-là, la culture est primordiale dans le développement urbain.
et je crois qu'elle existe en fait. La question ne se pose même pas dans ce sens parce que du moment qu'il y a interaction, il y a forcément cet aspect de culture. Mais si on parle de la culture comme des activités qui sont organisées autour d'un secteur, le théâtre ou la musique, là, la réponse est moins univoque, en fait, parce que si c'est important ou s'il y a un rôle, je crois que ces activités-là, de ces secteurs, doivent s'approcher au plus du sens général de la culture. Je ne sais pas si ce que je dis prend sens ou c'est compréhensible ou pas, mais je pense que les secteurs de la culture devraient s'affranchir de ces classifications-là et de s'approcher encore plus de la rue, de l'espace public tel qu'il est vécu, parce que la culture aussi se passe là, et c'est l'interaction entre ces deux unités-là qui peut donner un rôle important à la culture dans l'espace public. Exactement. Vous voulez rajouter quelque chose oui, je voulais juste faire partager quelques réflexions qu'on a reçues. Une première réflexion partagée par Youssef Badawi et qui dit « Ne pensez pas vous qu'il faudrait faire une sensibilisation au niveau des organes de la société civile qui travaillent sur d'autres thématiques d'ordre sociétal ou économique pour intégrer ces aspects en partie dans leur action. Exemple, mis à part l'inadéquation avec le climat, l'utilisation du béton dans la région de Ouarzazate peut représenter un obstacle pour les productions cinématographiques, ce qui impacte directement l'une des activités économiques principales de cette région. Et pourtant, pour le citoyen, c'est une marque de passage à un autre niveau social. » C'est dommage qu'on n'a pas eu une participation d'architectes urbains qui pourraient aussi répondre à ce genre de questions, mais aussi si un des panélistes souhaite y réagir, n'hésitez pas. Une autre question, mais qui n'a pas été partagée complètement par Ahmed, que d'ailleurs j'appelle de continuer de compléter sa question. Et une dernière qui est adressée à Olamide par rapport à les réseaux sociaux. Si tu peux partager avec nous dans le chat le lien du projet Linear Park Project sur soit Facebook ou Instagram ou YouTube. N'hésite pas à partager sur le chat. Et aussi, je t'invite aussi à réagir, Olamide, à cette question qu'on a discutée tout à l'heure par rapport à l'expérience que tu as présentée tout à l'heure du travail collaboratif avec les institutions gouvernementales et comment ils ont soutenu votre projet et comment vous avez fait pour travailler avec eux. Je pense que tu as eu une idée du coup du niveau d'engagement et ce que nos panélistes avec leur expérience au Maroc et en Tunisie, ce qu'ils pensent de ça. Si tu as une suggestion ou si tu as un partage d'expérience avec eux, n'hésite pas. Moi, je t'invite vivement à partager avec nous ce que tu as tiré positif ou négatif avec cette expérience que vous avez eue en collaborant avec les institutions gouvernementales. Merci. Thank you. Yes, so I'll put in the chat once I finish talking now the handles so you can see more about the project. But in terms of maybe learnings and maybe negative and positive aspects, I will start with working with government. So in terms of positive, I think once things have started and are moving fast, then things do happen quicker. But the negative is that once there isn't necessarily interest, and once it's not a priority, things move very slow. So, and then also change of government has been something that, and priorities, because once you change an administration, you have an election, a new government comes in, a new priority is set, a new theme is set, a new plan is set. And so your project that you've been working on, maybe with one agency for 2 years or so, just gets slowed down and is not important anymore. So I think
one thing that we've learned from that, because it had happened during this Linear Park project, one thing we've learned from that is to just really establish a network of government officials at all levels. So whether it's at the technical level, which is a little bit lower down, or the decision-making level, you kind of need to have your hands in all these spaces, which is quite difficult, especially following up, meeting with people. It's a very tiring and tasking job. And actually there was a point last year where one of the officials from the federal government came to meet us to just assess our projects, our work, actually looking at HBS work, but us as a partner with Heinrich Böll Stiftung. And one thing they said was that, and this is government official, they said to us, oh, your work is really great, but we don't see any implementation. We just see a lot of research, a lot of plans and projects. And they said one thing that you need to do to make sure that there is implementation from the government side is that you must keep hammering at their door, knocking at their door, keep pestering them until they listen. So that is definitely something that I have understood, but then it takes a lot of work. You know, maybe you're a small staff, you know, you're a non-profit organization or a community organization. How do you have the time or the effort to do that? And then in terms of working with communities, it's also a difficult task, but I think one thing that is important is continuation. And another thing that's important is trust, because once you've broken that trust, you know, it's hard to get back again. So those are the two things I think from both sides that, that we have tried to capture and that we have tried to learn. And again, it's very difficult from an NGO's and maybe not so much from a community's perspective, because if you're working with one community, you kind of stay there and you're always in that presence. But for us, we're not a community organization, and therefore we're not working in just one community. We're working in different communities all over Lagos. And when your funding is for one project for 1 year, you're just in that community for 1 year, and you move somewhere else, your funding is coming from somewhere else. So again, that continuity and relationship building is very important for continuation. So, you know, even if you don't have funding for any project within a specific community, I think communication is still necessary to ensure that there is some continuity and even engagement with different communities. So for me, those are maybe the big takeaways that we have taken away from this project, but also other projects that we've worked on. Merci, Onamid. Sfian, vous voulez rajouter quelque chose ou bien je m'adresse directement à Youssef Atlas? Merci Youssef. Je pense que la réponse est claire de la part de Onamid. On a aussi reçu un partage de réflexion par Ahmed dans la partie questions, que je vais partager dans le chat, comme ça sera accessible à tout le monde. Ce n'était pas finalement une question directe, mais un partage de réflexion que je remercie encore une fois. Et d'ailleurs, je remercie encore les spectateurs et spectatrices qui suivent avec nous le débat. Et pour ceux qui ont raté cette occasion, vous pouvez toujours le trouver en ligne à partir dès demain. Donc, je passe maintenant la parole à Youssef Atlas. D'accord. Merci, Sofiane. Merci. Vas-y, Youssef. J'ai une question par rapport. Dans quelle mesure trouvez-vous que les projets implémentés à Sela peuvent améliorer la situation de la ville et les conditions de la vie de la population? OK. Mais c'est possible que j'aimerais bien aborder par rapport à un point que tu as relevé avec Dafar, c'est par rapport à la culture comme un outil de développement. Ouais. C'est très important j'ai envie de réagir par rapport à ça parce que la culture
On peut utiliser la culture comme un outil de développement au niveau de la ville, au niveau local. Mais il faut qu'il y ait un… Cité tout à l'heure. Oui, d'accord. Ok, Youssef. Donc, je réponds à la question par rapport à la participation au niveau du développement de la ville, notre action. Comme je dis, améliorer certaines choses par rapport aux citoyens, par rapport aux acteurs associatifs, c'est vraiment de ramener les gens, de réagir et de prendre les choses en main. On travaille, nous, sur la radio associative, sur deux volets, la formation, le partage et l'accompagnement avec les autres acteurs qui créent leur propre radio associative. Et l'objectif, imagine, d'ici 2-3 ans, on va y avoir 60-80 radios associatives dans la ville de Salé, par exemple. Imagine que chaque quartier il a son propre radio associatif. Force de ça, ça ramène à ramener la voix des habitants par rapport à leurs problématiques au niveau d'habitants, au niveau de l'environnement, au niveau de l'infrastructure, n'importe quel problème. Si le politicien ou le décideur politique ne peut pas s'attendre ou accueillir les gens par rapport à certains problèmes, mais si les radios associatives et les radios du quartier peuvent ramener ces problématiques à travers la radio, c'est sûr, certain que les décideurs politiques ils peuvent s'asseoir avec les habitants où ils font des réunions par rapport à ce qui se passe à travers les radios associatives qui ramènent ces problématiques à le projeter dans le web. Et on sait très bien que la plupart des gens ils sont connectés au niveau de monde technologie sur le Facebook, sur Instagram, sur le YouTube. Donc, on sait que certaines séquences vidéo ils peuvent ramener les gens à réagir et même à ramener des gens à plaidoyer pour certaines problématiques et pour certaines actions terrain. Et on sait très bien que c'est ça le volet, le côté positif des médias, qu'on appelle les médias libres ou les médias alternatifs, à travers les réseaux sociaux, à travers les web radios. Donc, les radios associatives ou les radios du quartier ils peuvent participer au moins à créer un espace de réflexion entre les citoyens et les décideurs politiques. Merci, Youssef. Maintenant, vous dites que le numérique peut favoriser la participation citoyenne. C'est exactement ça. Exactement. Donc, on doit profiter de ces technologies par rapport à ramener les gens de réagir ou participer ou partager certaines expériences. Donc, il y a un rôle positif, il y a un côté positif des médias et de la technologie. Et ça se voit par rapport à la situation de COVID au niveau international. Une question pour conclure. Comment le virus a-t-il circulé à l'échelle mondiale, à l'échelle locale, et comment s'est-il ancré dans l'espace urbain, revisitant au passage les débats sur la densité, les inégalités socio-spatiales et les rapports contre périphérie. Dans quelle mesure la pandémie révèle-t-elle la crise de l'urbanisation planétaire? Question ouverte, donc que vous commencez. Alors, je vais commencer parce que je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps, malheureusement. J'apprécie beaucoup ce débat, mais malheureusement, je dois vaquer à d'autres occupations professionnelles. Donc, et d'ailleurs, je vais répondre peut-être à un seul aspect de la question qui est vraiment une grande question qui demanderait peut-être une session à elle seule. Mais moi, je relierai ça peut-être à ce que je disais au départ de ma propre conception du développement urbain qui doit être lié pour moi à deux éléments principaux qui sont l'échelle humaine et l'échelle environnementale. Et je crois que ce que nous voyons aujourd'hui nous renvoie à cette idée-là. Et le fait de voir que lors du confinement, il a fallu que
que le monde s'arrête qu'on arrive à un état de fonctionnement anormal, inhabituel, où tout le monde entier presque s'est arrêté pour que la nature ou l'environnement puisse récupérer. Donc, c'est une situation, encore une fois, très contradictoire et qui peut-être nous ouvre les yeux sur le fait que notre façon d'approcher ou de concevoir le développement urbain est peut-être et sûrement, à mon avis, à reconsidérer d'une façon totalitaire parce que c'est pas ou bien nous ou l'environnement, ou bien nous ou la nature, c'est le fait de cohabiter ensemble. Et vers la fin, en fait, c'est aussi l'humain qui est concerné par l'environnement, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens. Voilà, donc je me contenterai juste de cette réflexion qui ne répond pas à la question probablement, mais j'espère que les autres continueront à développer. Merci. Sabrina, vous voulez... Aujourd'hui, pareil, je vais peut-être pas vraiment totalement répondre à la question, mais partager avec vous notre expérience. Au vu de l'intérêt des personnes qui nous sollicitent, comme je vous ai dit, que ce soit pour des partenariats avec des entreprises ou des associations, mais surtout l'intérêt des citoyens pour notre projet, on sent qu'il y a quand même, je dirais pas une urgence, mais presque, au vu de l'urbanisation à outrance de nos villes. Aujourd'hui, c'est primordial d'apporter des solutions, donc à l'échelle de chacun. Comme je vous l'ai dit, nous, à notre échelle, on commence à grandir, on est une petite structure, mais végétaliser des toits, des rues, des espaces urbains et créer une cohésion aussi entre les initiatives nous paraît être vraiment une des solutions. On a évoqué la question des partenariats ou disons de la collaboration avec les entités étatiques comme les communes ou bien les villes. Ça reste assez compliqué, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que ça soit un frein. Les initiatives citoyennes et associatives peuvent faire changer les choses petit à petit. Il faut rester positif. Dans cette période de crise sanitaire aussi, on a beaucoup appris comment réadapter nos compétences, comment réadapter aussi notre vision de l'aménagement des villes. Donc ça a été quelque chose, disons, de positif. On se rend compte donc de cette nécessité grandissante d'avoir des espaces pensés pour et par les citoyens d'un point de vue écologique, urbanistique ou de structuration, disons, de nos villes. Et ce qui est intéressant dans ce panel qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des choses très communes à nos différentes initiatives. Donc, il faudrait continuer les réflexions. Espérons un jour pouvoir se rencontrer tous ensemble et réfléchir à un partage de connaissances, de savoir et d'expérience. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'était un partage avec vous. Vous avez dit, c'est vraiment faire un réseautage entre plusieurs collectifs et tout, ça peut aider. Je pense Olamide, the floor is yours. Sure, thank you. I just want to, just before I go into the COVID-19 impact, to echo what Sabrina said. I think she's, everybody's doing some really great projects and we can all learn from them. And even some of the projects are very similar. So already there could be a platform for collaboration already. But in terms of COVID-19, I think that at the moment what I'm reading when it comes to urban space and the impact of COVID-19, there are kind of two spaces. One is cities are bad and cities are not where you should be. So everyone should move out of cities because cities are congested, cities are polluted, and therefore, such pandemics can spread faster in such spaces. And then the second one is that actually, and this is the way maybe I think, is that cities are inevitable because they hold like economic
power. People are coming in for economic gain, and therefore they're inevitable. And instead of thinking about, oh, we must remove cities, but actually, how do we build better cities? How do we develop better spaces within cities? And so I think for me, in terms of thinking in that line, one thing that is important, and especially for the context that I am in, we as urban planners or as space thinkers or space developers and designers, we must put people first, because why are we building or why are we designing is for the use of people. And of course, putting people first does not exclude the environment, because I think Dafa was mentioning the importance of the environment. It doesn't mean that the environment is put at the side, but actually it's also a priority, because if you don't have a good environment, how can you have a healthy space? If you don't have a good environment, how do you have how can people actually use the space properly? So these two are very important. But also, I think what has come up at this point is how do we, that we need to put health actually also very important when we're thinking about all urban or city development, from whether it's agriculture or food security, or even things like mobility and even housing and things like that. We have to put this aspect of health. It becomes actually very important at this point. And also just thinking about, and again, because this is where I work in non-motorized transport, thinking about the importance of good walking and cycling infrastructure. Because we've seen that a lot of people during the lockdown, during the coming back to work, a lot of people are not able to necessarily use public transport as they did before. So therefore, they're either walking longer distances and like most countries, well, in the Southern Hemisphere, it's very hot most of the time. So, it's very important to think about how do we make these spaces more user-friendly and more safe for both women, men, people with disabilities, and so on. So I think for me, those are the highlights when I think about the impact of thinking about a healthier city and urban design, urban planning. Merci, Olamide. Maintenant, Youssef Atlas. Youssef, qu'est-ce que la pandémie a changé dans la conception ou bien la pensée de l'urbanisme aujourd'hui? Est-ce que la question, c'est pour moi? Oui, dernière question. Qu'est-ce que la pandémie a changé dans l'espace ou bien la conception de l'espace urbain? Je pense que le Covid, ça a changé beaucoup de choses au niveau du comportement des citoyens vis-à-vis entre citoyens et espace public. Et surtout maintenant qu'il y a des fermetures, le confinement, après les gens commencent à sortir et sont vraiment envie d'y aller dans l'espace public. Après, les espaces publics, ça ferme. Donc, ça a changé beaucoup de choses, mais en même temps, ça crée vraiment un peur avec l'espace public. Maintenant, il y a moins de monde dans les espaces publics. Certaines activités culturelles ou ce qu'on fait avant, il n'y en a pas. Donc, maintenant, on ne parle pas mais il y a le monde, il devient plus digital. Donc, et la preuve, c'est ça. Maintenant, nous, je pense, Sophia, c'est prévu que la Transform Africa doit être en présentiel à Rabat. Et là, on était obligé, adapté, pas obligé, mais on s'adapte maintenant. Donc, le citoyen et les gens, ils doivent s'adapter parce que ça ne va pas se finir maintenant, en 2021, en 2022, mais ça va continuer. Mais on doit développer un mode d'adaptation par rapport au Covid. Et maintenant, ça commence à se voir par rapport à la formation en ligne,
beaucoup de choses. Mais les relations humaines et sociales, je pense qu'on on doit attendre et on a besoin de temps pour qu'on revienne parce maintenant il y a une peur entre les gens par rapport par rapport à les activités, par rapport à des choses. Nous, dans notre cadre associatif, nous, on a arrêté toutes les activités pour éviter pour éviter le problème de contamination par rapport au Covid. Mais on travaille maintenant en ligne par rapport aux émissions radio, aux certaines réunions. Donc, pour s'adapter, il faut qu'on a vraiment l'espoir de dire reste pas beaucoup de temps par rapport au vaccin, qu'on revient à la vie normale, Inch'Allah. Je crois que dans pas longtemps, les plateformes numériques seront aussi des espaces publics. Sofiane, si vous voulez rajouter quelque chose, sinon… Ouais, oui, je voulais juste partager une autre réflexion qui a été ajoutée dans le chat par Youssef Badawi et qui parle que pendant le Covid, on s'est rendu compte de l'aspect central de la spéculation immobilière qui a donné des habitations surexploitées dans des conditions insalubres et des habitations vides, ce qui laisse à réfléchir sur la spéculation comme étant l'une des causes principales d'une urbanisation excessive. Donc voilà, merci encore Yousra pour le partage de cette réflexion et je pense qu'on est bon pour ce panel, on a respecté le temps, merci encore à tout le monde, merci aux panélistes d'avoir accepté d'être parmi nous et je vois Youssef qui voulait ajouter quelque chose, on a encore 10 minutes donc je pense qu'on pourrait en profiter encore, merci. Non, ça y est, rien à ajouter, sauf je remercie Olamide et Dafer Ben Khalifa, Youssef Atlas et Sabrina pour ces interventions pertinentes. Youssef, tu voulais dire quelque chose? Seulement, j'aimerais bien dire que dans le cadre de la semaine de Transform Africa, la radio Salam Media, elle a fait des émissions. Et aujourd'hui, j'invite tout le monde de nous suivre sur la plateforme Radio Salam Media, que le thème, c'est la gestion d'eau. Et à partir de 18h, j'ai mis le lien de la radio sur la chaîne YouTube pour voir les émissions qu'on a fait pendant la semaine sur les différentes thématiques. Mais aujourd'hui, j'invite tout le monde de suivre notre thématique sur la gestion d'eau sur la plateforme Salam Media à partir de 18h. Et merci encore pour tout le monde et merci à Inish pour cette invitation. Super, merci beaucoup Youssef pour ce petit rappel que j'allais aussi utiliser tout à l'heure, mais c'est très bien de l'avoir rappelé toi-même, c'est génial. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs de visiter cette expérience de Olamide qui nous a présenté tout à l'heure et qu'on soit aussi avec nos chers panélistes qui sont avec nous. J'aimerais bien aussi visiter l'expérience de collectif créatif et faire une Dora Flihouma avec les gens du quartier. Ça a l'air intéressant et aussi Jnina Flimdina, ça a l'air hyper bien. D'ailleurs, Sabrina, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait visiter un jour à Tunis. Donc, encore, j'appelle tous les spectateurs et spectatrices de visiter le toit en verre. Vous avez les liens pour visualiser digitalement maintenant que encore les restrictions sont là du Covid-19, mais bientôt on pourrait peut-être bouger, on pourrait visiter ces différentes expériences dans les 3 pays, Tunisie, Nigeria et le Maroc. Donc, merci encore Youssef pour la modération. C'était très bien, merci beaucoup. Je remercie notamment l'équipe technique du Pablex pour la collaboration et pour ce travail magnifique. Aussi, Badal Adam pour la traduction simultanée tout au long de la semaine. Merci encore une fois pour la collaboration. Je pense qu'on est bon pour ce panel. Donc, pour ceux ou celles qui n'ont pas pu suivre le débat, encore une fois, vous allez le trouver sur le site transformafrica.ma. Aussi, vous allez trouver les biographies de nos panélistes. Si vous voulez rentrer en contact, si vous voulez poser des questions, si vous voulez partager des choses avec eux, n'hésitez pas à nous écrire. On pourrait faciliter cette rencontre ou faciliter les contacts entre vous. Et pour
pour les panélistes, je pense que on se rend compte qu'il y a beaucoup à partager encore dans le sujet de développement urbain participatif et je pense qu'on pourrait encore discuter davantage lors d'une prochaine rencontre qu'on organisera. Très bien, je pense qu'on est bon. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Slama. Merci, au revoir.